Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, Dr Maurice Sanda Kouyaté, est accueilli à sa descente d'avion par son homologue mauritanien, Dr Mohamed Salem Ould Merzoug. Les deux hommes ont ensuite eu un premier tête-à-tête, au cours duquel ils ont passé en revue quelques sujets d'actualité, notamment la situation d'ensemble des Guinéens vivant sur le sol mauritanien. Après l'aéroport, direction le ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale et des Mauritaniens de l'étranger. Les échanges portent sur le renforcement de la coopération bilatérale. Conakry et Nouakchott entretiennent des relations solides depuis plusieurs décennies. Je voudrais souhaiter la bienvenue à son Excellence, mon collègue, et frère et ami, avec lesquels nous entretenons d'excellentes relations, à l'image d'ailleurs que des relations multidimensionnelles qui unissent la République islamique de Mauritanie et la République sœur de Guinée, et qui plongent leurs racines à la fois dans la culture, dans la géographie, dans une histoire commune. Et les deux chefs d'État, les deux présidents des deux pays tiennent à ce que cette coopération se renforce, se solidifie. Les deux pays ont formé un binôme qui a résisté au temps. Et la Guinée a toujours développé de très bonnes relations avec la Mauritanie. Donc nous allons traduire tout cela sur l'instruction de nos chefs d'État en termes concrets. Un, bannir les visas entre nos deux pays et deuxièmement, ouvrir rapidement les ambassades réciproquement ici et à Conakry sur instruction de nos chefs d'État. Mais je suis là aujourd'hui pour justement déblayer le terrain puisque nous avons quelques compatriotes, ils sont nombreux, qui sont dans des difficultés. Ils étaient au nord, certains voulaient passer et ils ont eu des difficultés, pas par la faute du gouvernement mauritanien, mais parce qu'ils voulaient traverser, certains voulaient traverser et certains n'étaient plus en règle. Donc ils ont lancé, ces Guinéens, un appel pressant au chef de l'État, au président, le général Mamadi Doumbouya, pour leur secourir. Dr Maurice Sanda Kouyaté est allé ensuite à la rencontre des compatriotes qui doivent retourner au Bercail ce mardi 14 avril 2026. 65 Guinéens qui étaient bloqués à Zouérat, dans le nord du pays. Ils avaient adressé directement un message au président de la République, son Excellence Mamadi Doumbouya, lui demandant de venir à leur secours afin qu'il regagne le pays. Beaucoup sont ici, ils n'ont plus de papier. Donc ils sont devenus illégaux. Certains, c'est vous qui étiez au nord. Vous étiez jusqu'au nord à Zouérat. Le président a demandé d'envoyer le bus pour vous chercher. Les bus sont allés vous chercher et on vous a amené à Nouakchott. Il suit ça minute par minute, le président lui-même. Il vous suit minute par minute. Il n'accepte pas que vous souffriez ici. C'est pourquoi nous sommes là. On vous a ramené du nord, là où vous étiez bloqués. Et nous allons vous ramener chez vous, en Guinée, là où vous allez dormir en paix dans vos familles. 1000 Guinéens vivent sur le sol mauritanien. Certains sont dans ce pays depuis plusieurs dizaines d'années. Aujourd'hui, beaucoup d'entre eux souhaitent retourner au pays pour participer à son développement à travers la mise en œuvre du programme Simandou 2040. Comme on appelle président Mamadi Doumbouya. Mais c'est remercie Dieu. C'est moi qui ai lancé l'appel au président Mamadi Doumbouya. Je remercie Dieu. Il a entendu cet appel pour secourir les Guinéens en souffrance ici, surtout ceux qui étaient à Zouérat. Le général Mamadi Doumbouya a prouvé une fois de plus qu'il est là pour tous les Guinéens. Rentrer au pays, c'est mieux que de souffrir ici. Le 15 février 75. J'ai résidé à Zouérat. Je suis là-bas depuis 1975. Tous mes enfants sont nés là-bas.
mais aucun d'entre eux n'est allé à l'école. Je les ai fait rentrer en Guinée. Maintenant, je suis seul ici. Je remercie le président Mamadi Doumbouya qui traite tous les Guinéens sur le même pied d'égalité. Le président général Mamadi Doumbouya, nous connaissons ce qu'il fait. Parce que toujours on voit, même tous les ministres, même les points de presse qu'ils font, toujours moi je vois. Donc nous remontrons tout ce que vous faites chez nous. Nous sommes très très contents. Lorsque ce pays est devenu indépendant, la première équipe de football de la Mauritanie a été formée à Conakry. Le premier orchestre de la Mauritanie, l'orchestre national, a été formé à Conakry. Les infirmiers, les médecins guinéens, les premiers, vous le savez, ils sont là, sont venus de Conakry pour aider ce pays. Certains sont là encore. Donc la Guinée et la Mauritanie sont des pays frères. C'est dans ce cadre que le pont aérien sera établi dès ce mardi avec un premier convoi d'une 60aine de compatriotes sur instruction du chef de l'État, son Excellence Mamadi Doumbouya. Des Guinéens secourus par le président de la République Mamadi Doumbouya. Parlons aussi des élections législatives et communales prévues dans notre pays. La Haute Autorité de la Communication lance la formation des superviseurs de la campagne médiatique. La session permettra de doter ces acteurs des compétences pour encadrer et analyser les contenus de messages à diffuser. Reportage Mamadou Saliouba. Ils sont 33 superviseurs de la couverture médiatique des élections du 31 mai à se retrouver à Kindia. À l'initiative de la Haute Autorité de la Communication, ils vont renforcer leurs compétences dans la détection et l'analyse des discours de haine en période électorale. Nos superviseurs vont contrôler les messages de campagne de chaque liste avant la diffusion du journal de campagne, et le journal de campagne est diffusé tous les jours. Et ces superviseurs sont coiffés par des coordinateurs régionaux qui sont tous commissaires à la Haute Autorité de la Communication. Nous allons surveiller les propos, les discours, veiller à ce que tout soit centré sur les programmes et qu'il n'y ait pas de dérapage. Au terme de cette session de 2 jours, ces superviseurs seront déployés dans les 33 préfectures du pays ainsi que dans la zone spéciale de Conakry. Leur mission, scruter les contenus des messages de campagne et veiller à une couverture médiatique responsable. C'est une première que pour les élections législatives et communales couplées, que nous ayons des coordinateurs régionaux, des superviseurs dans chaque préfecture, donc circonscription électorale, y compris les 13 communes de Conakry, qui vont quand même travailler à contrôler, à voir tout ce qui se fait sur le terrain. Je pense que ça va garantir une très bonne campagne, mais ça va aussi également permettre à tous les candidats d'être traités de façon équitable. Mais l'autre chose aussi, c'est vraiment de la prévention des conflits électoraux que nous sommes en train de faire. La mise en place du dispositif de supervision de la campagne médiatique est une innovation de la Haute Autorité de la Communication pour garantir une information équilibrée et préserver la paix sociale tout au long du processus électoral. Le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale ambitionne une extension de la couverture sanitaire par la Caisse nationale de sécurité sociale, CNPS. Mori Condé a débattu de la question ce lundi avec une équipe de la CNPS et une délégation du Bureau international du travail basé à Dakar. Compte rendu Fodé Alpha Camara. Dans le cadre de la restriction du secteur du travail et de la couverture sanitaire universelle, le ministre Mori Condé reçoit l'équipe de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, qui offre à date 80% de la couverture sanitaire pour les agents de l'État, accompagné d'une délégation du BIT
Les échanges ont principalement porté sur l'amélioration de l'accès aux soins de santé de qualité ainsi que sur les stratégies visant à élargir la couverture de l'assurance maladie à l'ensemble de la population. La Guinée a déjà fait un grand pas à travers la CNPS qui gère déjà le régime pour les fonctionnaires. Il est question aujourd'hui, nos mamans qui sont au marché, nos agriculteurs qui sont dans les champs, comment eux aussi peuvent bénéficier de cette assurance maladie-là. Et donc nous avons eu le soutien du ministre. Nous allons travailler au cours de cette semaine avec les acteurs et nous reviendrons vers lui pour lui présenter un peu les résultats de cette réflexion-là afin que tout le monde puisse bénéficier de l'assurance maladie au niveau de la Guinée. Il s'agit donc de la seconde phase de ce projet qui vise à renforcer la protection des travailleurs migrants, leur permettre un plus grand accès au travail décent et à la protection sociale. Le BIT, partenaire du pays, a mis en avant des initiatives axées sur l'insertion et l'accompagnement des travailleurs à travers le projet d'appui à la gouvernance de la migration. La question de couverture santé universelle est en train d'être mise en œuvre par la Caisse de prévoyance sociale depuis maintenant près de 2 ans. L'idée maintenant c'est de l'étendre à l'ensemble de la population et cette délégation du Bureau international de travail BIT était venue nous présenter l'accompagnement qu'ils vont faire au niveau de la Caisse de prévoyance sociale afin de permettre à la Guinée de se hisser au rang des pays où la question de protection sociale est désormais beaucoup plus prise en compte dans les questions de politique publique. Conscient de l'importance de ces initiatives, le ministre de l'Emploi, du Travail et de la Protection sociale a annoncé la tenue d'une réunion de concertation prévue ce mercredi entre la CNPS et les structures sanitaires concernées. Cette rencontre vise à finaliser les modalités opérationnelles avant la mise en œuvre effective des projets. Tournée du ministre de l'Énergie dans le pays profond, Laye Sékou Camara, à la tête d'une forte délégation de son département, est allé évaluer l'état d'avancement des travaux du projet d'interconnexion électrique Guinée-Mali en Guinée forestière et en Haute-Guinée. Reportage Alassane Tondo Camara, Nabi Camara. Après une semaine de visite intense, le ministre de l'Énergie, Laye Sékou Camara, a bouclé sa tournée dans les régions d'Nzérékouré et Kankan, concernées par le projet d'interconnexion électrique Guinée-Mali, un projet d'envergure qui suscite beaucoup d'espoir pour l'avenir de la Guinée. Nous profitons de l'arrivée de Guinée-Mali pour au moins étendre l'alimentation de toutes nos villes qui restent aujourd'hui alimentées par des groupes électrogènes. Donc il faut corriger cette situation. Voilà pourquoi mon équipe et moi, nous avons pris notre patron de président pour venir suivre les entreprises, pour essayer de les faire avancer, pour terminer tous ces projets dans un délai bien précis. Et des discussions avec les entreprises aussi ont bel et bien avancé. Nous avons demandé aux entreprises d'actualiser tous les chronogrammes. Ils vont nous actualiser tous les chronogrammes, ils vont nous faire ces propositions. Nous avons fait déjà des propositions de changement de délai et de raccourcissement de délai sur certains postes, notamment les postes les plus stratégiques. L'interconnexion électrique Guinée-Mali devrait être opérationnelle bientôt, ce qui permettra d'améliorer l'accès à l'électricité en Haute-Guinée et en Guinée forestière. Le projet devrait également stimuler l'économie locale et renforcer les caisses de l'EDG. Aujourd'hui, ça met en exergue la politique du président de la République. Voilà, en termes de venir en aide aux populations quand il s'agit de l'électricité. C'est une bonne chose pour nous. Nous avons beaucoup de pression encore à mettre sur le constructeur afin que les délais contractuels soient respectés. Donc dans l'ensemble, le taux d'avancement global de tout le projet, on a estimé à peu près à 85%, y compris les parties qui sont plus avancées que d'autres. Et ceux qui étaient en retard, on a pu ressortir les raisons pour lesquelles ces retards sont observés. Et nous allons essayer de pousser encore plus afin que ces raisons soient levées définitivement et que les entreprises soient tous obligées de respecter les délais contractuels. Au cours de leurs échanges, les entreprises contractantes ont promis au ministre de l'Énergie de redoubler d'efforts pour achever les travaux dans les meilleurs délais. Je vous l'annonçais dans les titres à Nairobi, l'Afrique dessine l'avenir de ses villes. Le deuxième forum urbain africain s'achève sur des engagements forts pour une urbanisation durable. La Guinée a pris part à cette rencontre à travers le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, Mohamed Lamine Sissavané, accompagné d'une forte délégation. Temps fort de ce forum, l'adoption de la déclaration de Nairobi. Pour la RTG depuis Nairobi, Maïmouna Bella Diallo.
Ce document stratégique fixe les grandes priorités du continent en matière de logement et d'établissement humain. Il doit également orienter la position de l'Afrique lors du prochain forum urbain mondial prévu en mai prochain à Bakou. Dans un continent où l'urbanisation progresse plus rapidement avec des villes qui concentrent à la fois la richesse, les opportunités et les fragilités, la question urbaine s'impose désormais comme un enjeu stratégique central. Elle conditionne notre capacité à réaliser l'agenda 2063, à bâtir des sociétés inclusives et à faire de nos territoires des espaces de production, d'innovation et de prospérité partagée. C'est dans cette perspective que la République de Guinée a engagé une transformation de son modèle urbain, en assumant pleinement sa volonté de faire du développement des villes un levier central de son projet national. Parmi les axes clés, l'accès à des logements abordables, le renforcement des infrastructures face aux effets du changement climatique et une meilleure planification urbaine. Autre défi majeur, le financement du secteur. Sous l'impulsion de son Excellence M. Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, notre pays a fait le choix d'une transformation inscrite dans une vision traduite par le programme Simandou 2040, qui structure notre trajectoire de développement, consacre une approche territoriale intégrée, articulant croissance économique, cohésion sociale et durabilité. Dans ce cadre, le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire a engagé des réformes profondes, organisées autour de plusieurs leviers. Nous avons d'abord entrepris de rétablir les fondements de la gouvernance foncière et urbaine par laquelle nous allons moderniser, sécuriser et digitaliser le cadastre foncier et élaborer les outils de planification spatiale. Les participants appellent à renforcer les capacités des collectivités locales et à accélérer la mise en œuvre des projets, notamment via des partenariats publics-privés. Présent aux échanges, le ministre de l'Habitat, Mohamed Lamine Sy Savané, a réaffirmé l'engagement de la Guinée dans la transformation urbaine du continent. Comme quoi, le sommet de Nairobi aura été un véritable cadre de discussion sur les politiques, les projets et programmes de développement du secteur de l'habitat. La Guinée a partagé son expérience et capitalisé d'autres, tout un espoir de renouveau pour la Guinée et les Guinéens à l'heure de la refondation. Reportage signé de notre envoyé spécial Maïmouna Bella Diallo, tenu des travaux du CO Sommet à Madagascar. La délégation guinéenne a mis son séjour à profit pour rencontrer la communauté guinéenne. L'occasion pour ces Guinéens de présenter les défis auxquels ils sont confrontés. La ministre de l'Industrie a transmis le message au chef de l'État. Reportage de nos envoyés spéciaux à Antananarivo, Abdul Karim Kamara. Aéroport international d'Antananarivo. La ministre de l'Industrie est accueillie par le bureau du Conseil des Guinéens établi à Madagascar pour lui souhaiter la cordiale bienvenue. 2 jours après, Dame Fatima confère avec toutes les composantes de cette communauté. Dans les différents messages, il parle de leur bonne intégration malgré des défis à relever. Pour ces Guinéens, ils sont certes loin de leur pays, mais ils trouvent leur compte dans le programme de société prôné par la Ve République. Nous profitons de cette occasion pour vous rassurer du soutien indéfectible de la diaspora guinéenne, dont celle de Madagascar, pour la réussite de cet immense projet Simandou 2040, initié par le président de la République, M. Mamadi Doumbouya, pour atteindre les objectifs de développement durable de notre pays. Au total, ils sont 1500 Guinéens établis sur la Grande Île, une communauté dont les acteurs constituent un pion non des moindres dans le négoce des marchandises et des pierres précieuses. Les femmes de cette diaspora, elles, comptent jouer un rôle de premier plan dans la refondation de la nation guinéenne. Nous voulons être les ambassadrices de notre savoir-faire et contribuer activement au renforcement des liens commerciaux entre les deux pays frères, portés par la vision de restauration et de progrès impulsée par nos institutions. Le président que nous avons est un président dynamique et qui a une vision. Nous ne pouvons pas atteindre ces objectifs si vous ne vous aimez pas, si vous n'êtes pas solidaires, si vous ne pensez pas aux uns et aux autres. Cela est extrêmement important. Donc nous comptons, nous gouvernants, sur vous
pour pouvoir concrétiser cela. S'ils sont fiers de leur intégration, ces Guinéens de Madagascar ont comme doléance auprès des autorités guinéennes leur enrôlement dans le fichier en tant qu'électeurs afin qu'ils puissent participer aux échéances électorales de leur pays. La communauté de Keitaya sollicite un appui pour l'achèvement de sa mosquée centrale, toujours en chantier. Le directeur de cabinet adjoint de la primature en visite dans la dite commune a échangé avec les sages et responsables sur le dit projet. Reportage Ousmane Bangoura. La communauté de Keitaya a réservé un accueil chaleureux au directeur de cabinet adjoint de la primature, en mission au nom du Premier ministre, chef du gouvernement. L'objectif de la visite, évaluer le niveau d'exécution des travaux de la mosquée centrale du quartier, lancé il y a plusieurs années. Ce projet avance grâce aux contributions des fidèles et des bonnes volontés, mais reste confronté à des contraintes financières qui ralentissent son achèvement. Malgré les efforts consentis, ce projet d'envergure nécessite encore un appui supplémentaire, tant financier, moral que matériel, afin d'aboutir à son achèvement. Au-delà de sa dimension culturelle, la future mosquée centrale de Keitaya est appelée à devenir un cadre de rassemblement et d'enseignement religieux pour les populations de Kabylie. Sa réalisation constitue, à ce titre, une priorité pour la communauté. Le vrai développement commence par le développement communautaire. C'est ce que vous venez de faire. Un lieu de culte aussi gigantesque qui se trouve là, nous avons été impressionnés. Ce qui veut dire, certes, il est intéressant de bâtir des beaux lieux où nous dormons, mais il me semble aussi important de bâtir des beaux lieux où nous demandons à Dieu de nous donner les moyens de bâtir nos propres maisons. Nous souhaitons donc qu'à Kabylie, à Keitaya, l'unité que vous faites aujourd'hui pour construire cette mosquée, que cette unité continue. Cette visite a suscité un raisin d'espoir au sein de la communauté de Keitaya. Entre mobilisation citoyenne et accompagnement institutionnel, les populations de Keitaya restent dans l'attente de la concrétisation des appuis annoncés pour l'achèvement de la mosquée centrale. Et puis ce communiqué du Conseil national de la transition, communiqué numéro 009-2026 PCNT portant convocation d'une plénière. Le président du Conseil national de la transition convie l'ensemble des honorables conseillers nationaux à une plénière le mardi 14 avril 2026 à 13h précise dans l'hémicycle du Palais du Peuple. L'ordre du jour de cette plénière porte sur la délibération autour des points suivants. 1. La proposition de loi organique portant attribution, composition, organisation et fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. 2. Le projet de loi ordinaire portant organisation du secteur du tourisme en République de Guinée. 3. L'accord de prêt entre la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et le gouvernement de la République de Guinée relatif au financement partiel du projet de construction de 3 microcentrales hydroélectriques d'une puissance totale de 27,6 MW. 4. L'accord de prêt entre la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO et le gouvernement de la République de Guinée relatif au financement partiel du projet d'amélioration et de modernisation de 4 lycées agricoles en République de Guinée. 5. La convention de financement entre le gouvernement de la République de Guinée et Deutsche Bank AG relative à la construction de 20 écoles secondaires de classe mondiale en République de Guinée. 6. La question relative aux vacances parlementaires. Sont
invités à prendre part à cette plénière le Premier ministre chef du gouvernement, les présidents des institutions républicaines, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre directeur de cabinet de la présidence de la République, le conseiller du président de la République chargé des relations avec les institutions républicaines, les membres du gouvernement, le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, le ministre de la Modernisation de l'administration et de la fonction publique, le ministre de la Défense nationale, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le ministre du Plan, de la Coopération internationale et du Développement, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinéens établis à l'étranger, la ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le ministre de l'Éducation nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, le ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, le ministre de l'Énergie, la ministre de l'Agriculture, le ministre des Infrastructures, le ministre secrétaire général du gouvernement, le gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée, Madame la gouverneure de la ville de Conakry, les chefs des missions diplomatiques, consulaires et organisations internationales accréditées en République de Guinée, les représentants de la Confédération générale des entreprises de Guinée, CGEGI, les présidents des délégations spéciales des communes de Conakry, le représentant du Conseil national des jeunes de Guinée, les représentants des coalitions des partis politiques, les représentants des centrales syndicales, les représentants des organisations de la société civile, les anciens membres du CTRN et du CNT de 2010, les représentants des organisations de la presse publique et privée. Compte tenu de l'importance de l'ordre du jour, la présence de tous les honorables conseillers nationaux est exigée. Conakry, le 13 avril 2026, pour le bureau, la première vice-présidente du Conseil national de la transition, Hadja Maimouna Yombuno Bangoura. Ouverture d'un bloc opératoire à Douako dans la préfecture de Kouroussa. Sa mise en service vise à lutter contre la mortalité maternelle et infantile et diminuer les évacuations sanitaires. Reportage Diamokaba. Parmi les 14 communes rurales de Kouroussa, Douako, aujourd'hui un vent de renouveau au sein de cette localité agropastorale de plus de 41 000 habitants. L'inauguration de leur bloc opératoire moderne est la bonne nouvelle pour tourner la passe des évacuations sanitaires entre Kissidougou, Farana et Kouroussa Centre, un nouvel espace adapté en milieu rural pour accompagner la maternité du centre de santé. Cet ouvrage que nous remettons aujourd'hui comprend une salle d'opération moderne, une salle de préparation du chirurgien, une salle de réveil, une salle d'observation, une salle de lavage et de la stérilisation. Pendant de nombreuses années, nos populations ont été confrontées à un accès limité aux soins chirurgicaux, les obligeant souvent à se déplacer sur de longues distances. Avec tous ces risques que cela comporte, aujourd'hui, grâce à ce bloc opératoire, Douako franchit un pas décisif vers l'amélioration des offres de soins. La promotion de la santé communautaire, voilà la motivation de l'ONG Santé Intégrée en collaboration avec l'Alliance du vaccin, Gavi, pour assurer convenablement des traitements d'urgence sur place. Les commodités mises en place améliorent déjà le confort des patients et le travail des professionnels de santé. C'est une zone malheureusement qui est enclavée. Donc réaliser une telle infrastructure aujourd'hui à Douako, c'est un outil de soulagement pour nous les autorités et aussi l'ensemble des populations. Le centre de santé de Douako a bénéficié d'une réhabilitation totale. Une ambulance sera mise à la disposition pour pouvoir assurer le transfert des malades derrière le fleuve Niger. Désormais, le centre de santé de Douako est mieux équipé pour réaliser des interventions chirurgicales essentielles. Le partenariat sanitaire solide entre la Guinée et ses institutions priorise surtout les femmes enceintes pour une chaîne d'intervention plus rapide et sécurisée dans le registre de la lutte contre la mortalité maternelle et infantile.
Dans la commune urbaine de Khatoma, plus de 30 jeunes bénévoles participent à une formation intensive de 8 jours en animation socio-éducative. C'est un accompagnement de la commune urbaine de Khatoma et son partenaire afin de renforcer leur engagement communautaire et à faire d'eux des véritables acteurs du changement. Reportage Marouane Kamara. À travers des jeux de rôle, ces jeunes venus de différents quartiers de la commune de Ratoma participent à la formation en animation socio-éducative. Une initiative des autorités communales de Ratoma, soutenue par l'ONG Franca de France pour renforcer les compétences en encadrement, communication et leadership des jeunes. C'est une formation qui permettra aux participants de comprendre le rôle éducatif des animateurs socio-éducatifs et ça leur permettra également de développer des compétences pédagogiques, mais aussi de porter confiance en soi-même pour le développement durable dans leur communauté. Et ça a été mis en place il y a 8 ans. Il y a eu plus de 800 animateurs qui ont été formés il y a 8 ans, 7-8 ans. Et il y a eu après le Covid, il y a eu un certain nombre d'événements, ça s'est arrêté. Et là aujourd'hui, à l'invitation de la commune de Ratoma et du ministère de la Jeunesse, il nous est proposé de redémarrer une formation avec 30 stagiaires de Ratoma qui sont là aujourd'hui. À l'issue de 8 jours de formation, les participants vont se transformer en véritables relais éducatifs dans leur quartier pour transmettre des valeurs citoyennes. Cette formation va renforcer nos capacités d'aptitude et nous permettre d'acquérir de nouvelles connaissances qui sont venues vraiment de la France et qu'on va mettre désormais à la disposition des jeunes et des adolescents de la commune de Ratoma. Le premier objectif de cette formation, donner un cursus très solide à nos jeunes qui puisse leur permettre d'avoir des opportunités d'emploi en dehors de l'État, parce que l'État ne peut pas employer tout le monde. Et nous prenons l'engagement que cette activité ne sera pas la dernière. À travers le thème animer, éduquer, inspirer la jeunesse, cette initiative compte créer une nouvelle génération de jeunes engagés, capables d'impacter positivement leur environnement. En Guinée, la célébration des droits des femmes se poursuit. Au sein des communautés universitaires du pays, plusieurs programmes sont en cours. À Sonfonia, la chaîne JAR et Équité et le Centre d'innovation de recherche et de développement viennent d'initier une sensibilisation. Elle vise à lutter contre les violences basées sur le genre. Reportage Bakari Bambakonde. Dans un élan de plaidoyer pour l'égalité des sexes, la chaire JAR de l'université de Sonfonia, en collaboration avec le CIRD, a organisé une conférence. Cet événement, qui s'inscrit dans la célébration différée de la Journée internationale des droits des femmes, a réuni expertes, militantes et étudiants autour des thématiques cruciales des droits, de la justice et de l'action en faveur des filles et femmes en Guinée. Nous voulons vraiment qu'il y ait un monde beaucoup plus égalitaire et inclusif, que personne ne soit exclu. Il y a des efforts qui sont en train d'être fournis, mais qu'il y a aussi beaucoup de choses à faire pour que ça change. Il faut former les gens, il faut sensibiliser, il faut faire beaucoup de choses, il faut que ça soit culturel. Les intervenants ont partagé leur expertise, abordant des sujets tels que la lutte contre les violences basées sur le genre, l'accès à l'éducation et à la santé pour les femmes, aussi des témoignages qui illustrent la réalité vécue par de nombreuses femmes et filles. L'islam est venu s'intéresser aux femmes d'abord, aux droits des femmes, parce que la première qui a accepté l'islam, c'était une femme. Dans la vie quotidienne, il faut qu'aujourd'hui, on sache que les femmes sont capables de tout et surtout de servir au plus haut niveau ce pays. L'appel est ainsi fait à l'action collective pour la promotion des droits des femmes, considérée comme un moteur essentiel pour le développement économique et social de la Guinée. La femme, sans elle, il n'y a pas de vie. Et la vie ne se limite pas seulement à la question biologique, mais c'est aussi la question de société, la question de développement. La femme est au cœur de notre développement. Cette initiative de la chaire JAR de l'université de Sonfonia a non seulement servi de plateforme d'échange et de sensibilisation, mais a surtout encouragé les initiatives visant à lutter contre les inégalités entre hommes et femmes. La Cour des comptes aussi célèbre en différé la fête des femmes. Des panels ont eu lieu en marge de la cérémonie axée sur les droits des femmes. C'est le premier président par intérim qui a présidé la rencontre. Moussa Kouyati.
8 mars, journée mondiale des droits des femmes. La Cour des comptes vient de célébrer cette fête en différé. Il a été surtout question autour des panels d'interpeller les décideurs sur les droits des femmes. À la consolidation des politiques publiques favorables à l'égalité de genre. C'est dans ce cadre que la Cour des comptes de Guinée organise la Journée internationale des droits des femmes, qui n'est pas seulement une célébration. Elle constitue avant tout un moment de réflexion collective sur les progrès accomplis et les efforts à poursuivre pour garantir aux femmes et aux filles l'égalité des droits. Il est très important que les femmes comprennent c'est quoi leurs droits, comment les expliquer pour comprendre leurs droits et qu'est-ce qu'il faut faire pour recourir à leurs droits et vers quelle structure ces femmes doivent se tourner pour faire respecter leurs droits. Plusieurs femmes venues des institutions de la République et d'autres structures ont pris part à cette célébration sous l'œil vigilant des responsables. Des responsables qui promettent de valoriser davantage la couche féminine à la Cour des comptes. La Cour des comptes, en tant qu'institution garante de la transparence et de la bonne gouvernance, s'est toujours engagée à intégrer ces valeurs dans son action, promouvoir l'équité, encourager la participation des femmes dans ses rangs et veiller à ce que les ressources publiques servent à bâtir une société plus juste et plus protectrice. Chaque année, les femmes de la Cour des comptes célèbrent la Journée internationale des droits des femmes. L'avenir des industries culturelles et créatives discuté entre les acteurs de l'écosystème créatif guinéen. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'étude de préfiguration de la future maison des industries culturelles et créatives, un projet structurant destiné à accompagner et à professionnaliser le secteur. Reportage Mohamed Bangoura, Abdoulaye Diallo. Les réflexions issues de cette rencontre ont porté sur l'identification de modèles économiques viables et durables, capables de soutenir les créateurs, de renforcer leur compétitivité et de favoriser l'émergence d'une véritable économie culturelle. Les industries culturelles et créatives impactent et agrandissent le champ culturel pour toucher à d'autres secteurs. Et c'est pour cela que le ministère de la Culture ambitionne de regrouper toutes ces parties que cela peut impacter pour qu'ensemble, le gouvernement puisse donner à la culture toute la place qu'elle mérite. C'était une rencontre importante pour réunir les acteurs, les partenaires qui sont intéressés pour développer les industries culturelles et créatives en Guinée. Et donc il y a eu de beaux échanges autour de quelle vision pour les ICC en Guinée, comment s'assurer que progressivement la Guinée puisse prendre toute sa place sur la carte des ICC en Afrique. À travers ce projet, le ministère en charge de la culture ambitionne de regrouper l'ensemble des parties prenantes qui impactent le secteur. Cette table ronde a été justement organisée pour attirer l'attention des partenaires, comme pour dire que si nous avons les ressources minières dont on a toujours parlé, mais que la culture peut aussi constituer un creuset qui peut rapporter à l'économie nationale aussi bien que les richesses du sous-sol. Quoi de mieux que la culture pour incarner la Guinée à l'extérieur? Et il y a de grands spectacles, de grandes compagnies, de grands cinéastes qui tournent dans le monde entier, et il faut maintenant qu'on crée l'écosystème qui permette à ces individualités d'abord de transmettre et aussi de former la nouvelle génération. Autour de la table, les acteurs concernés ont exprimé leurs ambitions et leurs attentes de ce projet de construction de la Maison des industries culturelles et créatives. À présent, nous vous donnons lecture de ces décrets qui viennent de nous parvenir. Décret D 2026-0111 PRG-SGG portant attribution de la médaille militaire bronze dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, en reconnaissance des loyaux services rendus à la nation, la médaille militaire bronze de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée aux sous-officiers du groupement des forces spéciales dont les prénoms et noms suivent. 1. Caporal Mohamed Bérété,
matricule 62 865 G. 2. Caporal Foromo Benjamin Lama, matricule 62 867 G. 3. Caporal Aboubakar Sidiki Kamara, matricule 62 886 G. 4. Caporal Ibrahim Assouri Bari, matricule 62 915 G. 5. Caporal Mohamed Kondé, matricule 62 942 G. 6. Caporal C. Papuis Doré, matricule 63 004 G. 7. Caporal Mori Doulamou, matricule 63 007 G. 8. Caporal Moussa Sherif, matricule 63 014 G. 9. Caporal Mamadou Samba Boiro, matricule 63 034 G. 10. Caporal Abdoulaye Silla, matricule 63 072 G. 11. Caporal Yakpazaou Guilavogui, matricule 63 078 G. 12. Caporal Mamadou Souma, matricule 63 0050 G. 13. Caporal Ibrahima Amadouba, matricule 63 094 G. 15. Caporal Kei Kaba, matricule 63 109 G. 16. Caporal Abdul Karim Kamara, matricule 63 131 G. 17. Caporal David Loi, matricule 63 148 G. 18. Caporal Mamadi Kamara, matricule 63 153 G. 19. Caporal Mori Traoré, matricule 63 625 G. 20. Caporal Ibrahim Assouri Kondé, matricule 63 720 G. 21. Caporal Frontoma Berete, matricule 63 867 G. 22. Caporal Ali Aïdara, matricule 64 152 G. 23. Caporal Ibrahima Makalesila, matricule 65 212 G. 24. Caporal Farah Fodé Kamano, matricule 65 892 G. 25. Caporal Saïbou Bangoura, matricule 66 087 G. 26. Caporal Mohamed 1 Kamara, matricule 66 106 G. 27. Caporal Moussa Kondé, matricule 66 272 G. 28. Caporal Lansanama Wassouma, matricule 66 276 G. 28. Caporal Lansanama Wassouma, matricule 66 276 G. 29. Caporal Sekou Souma, matricule 66 301 G. 30. Caporal Mamoudou Keita, matricule 66 307 G. 31. Caporal Alseniba, matricule 66 338 G. 32. Caporal Mamadi 49 Cissé, matricule 66 349 G. 33. Caporal Moustapha Kaba, matricule 66 371 G. 34. Caporal Yamoussa Souma, matricule 66 379 G. 35. Caporal Émile Junior Sirogui, matricule 66 446 G. 36. Caporal Mami Keita, 66 488 G. 37. Caporal Christophe Lama, matricule 666 492 G. 38. Caporal Moïse Gomou, matricule 66 484 G. 39. Caporal Mamoudou Morgan Kourouma, matricule 66 503 G. 40. Caporal Youssouf Mara,
matricule 66 515G. 41, caporal Ibrahima Sori Silla, matricule 66 525G. 42, caporal Fodé Keita, matricule 66 602G. 43, caporal Aboubakar Silla, matricule 66 663G. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, Conakry, le 13 avril 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026-0112 PRG-SGG portant attribution de la médaille militaire argent dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En reconnaissance des loyaux services rendus à la nation, la médaille militaire argent de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée aux sous-officiers du groupement des forces spéciales dont les prénoms et noms suivent. 1. Sergent-chef Mamadi Kamara, matricule 47 481G. 2. Sergent-chef Alseni Dabo, matricule 47 616G. 3. Sergent-chef Mamadou Alpha Baldé, matricule 47 552G. 4. Sergent-chef Ibrahima Sori Silla, matricule 47 678G. 5. Sergent Mohamed Kouyaté, matricule 48 428G. 6. Sergent Marc Faya Sandouno, matricule 48 535G. 7. Sergent C.C. Jonas Abba, matricule 48 622G. 8. Sergent Amadou Sidibé, 5, matricule 50 381G. 9. Sergent Bangali Kanté, matricule 50 411G. 10. Caporal chef Narumba Kondé, matricule 47 280G. 11. Caporal chef Gono Guedenan Junior, matricule 55 720G. 12. Caporal chef Amara Kamara, matricule 55 744G. 13. Caporal chef Sekou Gato Kamara, matricule 55 780G. 14. Caporal chef Fassou Chérif, matricule 55 851G. Caporal chef 15. Caporal chef Mamadi Kamara, matricule 55 899G. 16. Caporal chef Mohamed Souma, matricule 555 945G. 17. Caporal chef Mato Doré, matricule 55 989G. 18. Caporal chef Tamba Keoulen Moundé Keno, matricule 59 00G. 19. Caporal Nabilay Moussa Milimono, matricule 56 009G. 20. Caporal chef Nouan Sanou, matricule 56 025G. 21. Caporal chef Mohamed Sayon Kamara, matricule 56 029G. 21. Caporal chef Mohamed Sayon Kamara, matricule 56 029G. 22. Caporal chef Sa Moïse Milimono, matricule 56 113G. 23. Caporal chef Aboubakar Chérif, matricule 56 119G. 24. Caporal chef Banou Haba, matricule 56 143G. 25. Caporal chef Mamadi Sissé, matricule 56 144G. 26. Caporal chef Adama Kondé, matricule 56 153G. 27. Caporal chef Mohamed Traoré, matricule 56 199G. 28. Caporal chef Mamadi Kamara, matricule 56 209G. 29. Caporal chef Youssouf Fofana, matricule 56 222G.
30. Caporal-chef Emmanuel Pogomou, matricule 56260G. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 avril 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026-0113 PRG-SGG portant attribution de la médaille militaire or dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, en reconnaissance de loyaux services rendus à la nation, la médaille militaire or de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée aux officiers du groupement des forces spéciales dont les prénoms et noms suivent. 1. Capitaine Habib Souma, matricule 34791G. 2. Sous-lieutenant Dabo Diabaté, matricule 47555G. 3. Sous-lieutenant Adjibou Kondé, matricule 47481G. 4. Sous-lieutenant Ambroise Loy, matricule 47616G. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 avril 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026-0114 PRG-SGG portant nomination d'un officier supérieur à titre exceptionnel. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, le commandant du groupement des forces d'intervention rapide GFIR, le lieutenant-colonel Moussa Sidibé, matricule 24625G, est nommé colonel à titre exceptionnel. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 avril 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026-0115 PRG-SGG portant attribution de la médaille militaire or dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, en reconnaissance des loyaux services rendus à la nation, la médaille militaire or de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée à l'officier supérieur colonel Moussa Sidibé, matricule 24625G, commandant du groupement des forces d'intervention rapide. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 avril 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Bientôt une série télévisée guinéenne, Tradi Game, c'est son nom. Déjà 7 épisodes sur 30 sont réalisés. Les acteurs sont à la recherche d'un financement pour la réalisation de 23 autres épisodes. Ils ont lancé un appel à l'aide à travers une conférence de presse. Le point avec Ousmane Ba, Mamadou Djoumaba. La mairie de Ratoma encourage l'excellence dans les concessions scolaires. En collaboration avec l'association française Maragiri, un concours a été organisé sous le thème « Jeunesse en exposition artistique ». Ici au collège Kipé, 10 écoles publiques et privées sont en compétition. Cette évaluation pratique est basée sur la peinture, le dessin, l'artisanat et l'art visuel moderne. C'est une initiative de l'équipe Tossante, à savoir la délégation spéciale. C'est une manière de faire la détection des génies à travers nos écoles. Vous savez, les enfants renferment beaucoup d'initiatives, mais il faut un moyen
pour les réunir, pour que chacun exprime réellement ce qu'il renferme comme compétence. Nous recherchons à voir tous les talents de la commune de Ratoma et mettre en avant la jeunesse de Ratoma sur scène. Nous avons vu que des très belles œuvres aujourd'hui. Devant les membres de jury, chaque candidat expose sa création. Au finish, après délibération, la 3e place est revenue au groupe scolaire Saint-Georges, la 2e place au collège Coloma Solo Primo et le vainqueur de la compétition, Amdalaï secondaire. Je suis très heureuse car mon dur travail a obtenu ses fruits aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas participé, je les invite à venir participer à la science avec nous pour développer notre pays. Vous avez vu les enfants qui font des avions, qui bougent. Nous avons vu ici tout à l'heure aussi plusieurs schémas. Ce concours Jeune Expo Art est à sa première édition. L'objectif visé par les initiateurs est de mettre en valeur l'art, la créativité et le savoir-faire des jeunes collégiens de Ratoma. La rencontre a été marquée par une activité culturelle dénommée Ratoma sur scène. Comme vous venez de le constater, c'était plutôt le lancement au collège équipé commune de Ratoma du concours jeunesse en exposition artistique, une initiative de la mairie de Ratoma en collaboration avec l'association française Maragiri de France. Le but était de détecter les talents des élèves à travers leur création. Pour cette première édition, c'est l'école Amdalaï secondaire qui est sortie victorieuse devant une dizaine d'écoles de la commune de Ratoma. Un reportage signé Moussa Bangoura. La Guinée sur le toit du monde dans les catégories juniors et cadettes du handball. Hier, les championnes du monde ont été accueillis à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré avec faste, fierté et beaucoup d'émotion par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Ce lundi, les trophées ont été officiellement présentés aux autorités en charge du secteur. L'occasion pour Selou Baldé d'exprimer les félicitations du gouvernement en premier lieu et du chef de l'État pour ce parcours exceptionnel qui est une première. Moussa Komara. Après un parcours exceptionnel, la Guinée accueille ses héroïnes, les championnes du monde U17 et U19 de handball. 2 générations, une même gloire, porter la Guinée au sommet du monde. À leur arrivée, elles sont reçues à l'aéroport international Ahmed Sékou Touré par le ministre de la Jeunesse et des Sports, venu saluer une performance historique. Entre sourire et larmes de joie, les championnes mesurent l'ampleur de leur exploit. C'était pour la nation. Les 2 équipes, nous ressentons tous un sentiment de fierté pour défendre le tricolore sur les nations, sur les différentes nations à chaque compétition. Pendant cette compétition intercontinentale, elles ont été invincibles. Face à la Bulgarie, le Venezuela, l'Ouzbékistan, le Canada, ces cadettes sont sans pitié. Les juniors, elles, ont brouillé la piste au pays organisateur, la Bulgarie, avant de briser l'espoir du Canada en finale. Ce lundi, les 2 trophées sont officiellement présentés aux autorités du secteur. Un moment chargé d'émotion et de fierté. Nous sommes venus rencontrer le ministre des Sports. Malgré qu'on était en retard dans les documents, il a pris à bras le corps tout ce qu'on lui a demandé et l'équipe a quitté Conakry sans problème. Donc je voudrais qu'on remercie le ministre pour son implication. Aujourd'hui c'est un jour spécial. Le président de la Confédération africaine de handball ce matin a félicité la Fédération guinéenne de handball et il nous a dit personnellement de faire passer ce message et remettre le document à monsieur le ministre des Sports pour dire combien de fois il est content de ce que la Guinée a fait. Avec peu de moyens, elles sont arrivées à l'exploit. Au nom du chef de l'État et du gouvernement, le ministre de la Jeunesse a félicité et exprimé sa fierté pour le double trophée. Recevez les sincères félicitations de la République. Les sincères félicitations de la nation. Soyez fiers de vous. Le département s'engage davantage à redoubler d'efforts, à vous accompagner. Nous avons décidé de rationaliser. Nous allons davantage focaliser nos efforts et notre accompagnement au niveau des fédérations qui nous rapportent de la plus-value. La Guinée est sur le toit du monde et l'histoire s'écrit désormais
au féminin. Et puis cette page noire, la radio-télévision guinéenne RTG a le profond regret d'annoncer le décès survenu ce lundi à Conakry de M. Madi Yatara, journaliste au journal Parler de la RTG, ancien conseiller en communication et relations publiques auprès de la primature. En cette douloureuse circonstance, la direction générale de la RTG présente ses sincères condoléances à la famille biologique, aux proches, ainsi qu'à l'ensemble de la corporation médiatique. Les salutations d'usage sont reçues au domicile familial 6 à Koloma. La date de l'inhumation sera communiquée ultérieurement. Que l'âme du regretté repose en paix. Amen. Nous vous donnons toujours lecture de ces décrets. Décret 2026-0116 PRG-SGG portant attribution de la médaille militaire bronze dans l'ordre national du mérite. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. En reconnaissance de loyaux services rendus à la nation, la médaille militaire bronze de l'ordre national du mérite de la République de Guinée est décernée au caporal Mohamed Lamine Souaré, matricule 63 255G du groupement des forces d'intervention rapide. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 avril 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret D-2026-0117 PRG-SGG portant déclassement de 148,7 hectares de la forêt classée du Mont Kakoulima pour le projet de construction du centre d'enfouissement technique Baritode et de transfert de déchets Kindiadi dans la préfecture de Koya. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Une superficie de 148,7 hectares de la forêt classée du Mont Kakoulima Baritode est déclassée au profit de l'Agence nationale de l'assainissement et de la salubrité publique pour la réalisation d'infrastructures d'utilité publique, un centre d'enfouissement technique CET de déchets ménagers et un centre de transfert. Article 2. Le centre d'enfouissement technique CET de Baritode comprend le centre proprement dit auquel sont adjointes les zones relatives à la zone tampon du CET et les bassins du Lixiavia. La zone totale CET, zone tampon et bassin du Lixivia représente une superficie de 140,3 hectares. Article 3. Le centre de transfert CT de Kindiadi, localisé en bordure du périmètre de classement, représente une superficie totale de 8,4 hectares. Article 4. Les coordonnées géographiques des deux zones concernées par le projet sont annexées au présent décret. Article 5. Les superficies concernées par le présent décret sont exclusivement destinées à l'installation du centre d'enfouissement technique CET et du centre de transfert. Aucun autre type d'installation ne peut se prévaloir du bénéfice du déclassement des deux zones concernées. Article 6. L'agence bénéficiaire visée à l'alinéa 1er du présent décret réalisera une étude d'impact environnemental et social actualisée au regard du statut de la forêt concernée et prendra toutes les dispositions pour la mise en œuvre effective des mesures consignées dans le plan de gestion environnementale et sociale PGES. Article 7. Le projet devra compenser la perte du couvert forestier induite par sa mise en œuvre à travers la restauration ou le reboisement d'un domaine équivalent de 148,7 hectares. Article 8. La ministre de l'Économie, des Finances et du Budget, la ministre de l'Environnement et du Développement durable,
le ministre de l'Assainissement, de l'Hydraulique et des Hydrocarbures et le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret. Article 9. Le présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 avril 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Décret D 2026-0118 PRG portant nomination d'un haut cadre au ministère de l'Environnement et du Développement durable. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er, Monsieur Moustapha Le Grand Silla, précédemment directeur national du travail gouvernemental, du courrier et de l'intendance du gouvernement au secrétariat général du gouvernement, est nommé chef de cabinet du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Article 2. Le présent décret qui abroge toute disposition antérieure contraire prend effet à compter de la date de sa signature et sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, le 13 avril 2026, signé président Mamadi Doumbouya. Les forces de défense et de sécurité ont rendu un vibrant hommage à deux de leurs compagnons d'armes, le feu général de 2e section Mohamed Lamine Diarra, ancien commandant du bataillon autonome des troupes aéroportées, et le feu colonel Lancé Camara, adjoint de la direction des investigations. Reportage adjudant-chef Abdelkader Camara. Le général de brigade de 2e section, Mohamed Lamine Diarra, figure légendaire du bataillon autonome des troupes aéroportées, s'est éteint samedi 4 avril 2026 à l'hôpital de l'Amitié sino-guinéen à l'âge de 69 ans. Autrefois commandant du bataillon autonome des troupes aéroportées, ensuite conseiller à la présidence de la République, la nation reconnaissante lui a rendu un dernier et vibrant hommage à la mort du bataillon spécial de Conakry. Ce vendredi 10 avril 2026, parents, amis, proches collaborateurs, les autorités militaires étaient fortement mobilisées pour un dernier adieu. Une cérémonie parrainée par le chef d'état-major général des armées. Lamine Diarra a été un soldat d'élite et un exemple au sein de notre force armée guinéenne. Il incarnait l'esprit de parachutisme. Il était un officier rigoureux, veillant toujours à la préparation et la sécurité de ses hommes. Notre frère fut un homme de devoir, un serviteur engagé de la nation, qui a consacré toute sa vie à la défense de l'intégrité territoriale et de la préservation de la paix. Fils de Feu Kouniba Diarra et de Kanibé Kaba, le général de 2e section, Feu Mohamed Lamine Diarra, est né en 1957 à Kankan et incorporé au sein des forces armées guinéennes le 1er juillet 1981 devant la Commission nationale de recrutement national. Aujourd'hui, compagnon d'armes et corporation des anciens généraux à la retraite se rappelle de l'homme. La corporation des officiers généraux à la retraite tient ici à exprimer ses vifs remerciements et sa grande reconnaissance à monsieur le commandant en chef des forces armées. Ce qu'il faut retenir, appartenir au sein des forces armées à une unité d'élite est un symbole. Commander une unité d'élite au sein des forces armées en rajoute à ce symbole. J'adresse mes sincères condoléances à sa famille et à toute la chaîne du commandement. Je demande à tout le monde de ne plus pleurer, mais plutôt de prier pour lui. Le premier paragraphe du serment des parachutistes en fait foi, c'est de mourir pour ta nation dans l'honneur et la loyauté. À la mort de l'hôpital Ignace Dine, l'émotion est grande à travers cette cérémonie funèbre du fait colonel Lancé Camara, directeur général adjoint des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale, décédé au Maroc des suites de maladie le 2 avril dernier. Le haut commandant de la gendarmerie nationale, parents, amis et collaborateurs sont réunis pour saluer sa mémoire. Cet officier supérieur de gendarmerie était dynamique, disponible et animé d'une grande modestie. Il a su faire preuve d'un engagement exemplaire tout au long de sa carrière militaire. Il participait activement à la vie sociale et aux activités de l'institution. Le défunt lieutenant-colonel Lancé Camara était un homme disponible et responsable en permanence. Enfant et une veuve, le général de 2e section, Feu Mohamed Lamine Diarra, a été inhumé ce vendredi
après la prière de 14h au cimetière de Cameroun. Quant au fait colonel Lancé Camara nous quitte en laissant derrière lui 2 enfants et une veuve. Il regagnera sa dernière demeure au cimetière de Yimbaya, commune de Bessia. A préciser que l'enterrement de Madi Yantara est prévu demain mardi au cimetière de Koloma après la prière de 14h. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur la télévision nationale.